Ça fait une belle salle. C'est vous là. Donc vous pouvez vous mettre ici. Là. Ouais, merci. Ça fait plaisir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de votre présence. On va être rejoints, je crois, encore par un nombre important de gens. Je ne sais pas où on va les mettre parce qu'il faudra qu'ils se mettent tout devant. En tout cas, avant de démarrer cette présentation de saison, je souhaitais céder la parole à notre président du conseil d'administration, monsieur Thierry Brulard, qui est donc adjoint au maire d'Évreux en charge de la culture et du patrimoine. Et donc, si vous voulez, monsieur Brulard, nous vous écoutons avec plaisir. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis très heureux d'être présent parmi vous. Alors, je vérifie que vous m'entendez parce que je suis pas un spécialiste des micros. Donc là, c'est une soirée de présentation. Donc, c'est vraiment la première étape de la saison, son lancement pour 2026-2027, avec effectivement une découverte. Et je trouve que le catalogue de la saison 2026-2027 est particulièrement réussi, particulièrement esthétique. Et dès la page de garde, on se dit, mais où le cadran va nous emmener au travers de la saison. Donc, c'est la découverte de la programmation qui vous sera présentée par Madame la directrice Valérie Baran. Donc, vous êtes venus vraiment très nombreux et je pense que nous avons tous des raisons d'en être absolument satisfaits, parce que pour moi, c'est effectivement un signe fort qu'une assistance soit si nombreuse. Ça révèle l'attachement au tangram, à la place qu'il tient et à la place qu'il doit continuer de tenir, même si l'époque est incertaine quant aux circonstances économiques. Mais on ne va pas parler des sujets qui pourraient fâcher, mais je pense qu'on peut dire aujourd'hui que nous sommes préservés et nous serons préservés. Le cadran, le théâtre Legendre, le Cube sont, comme je le disais lors du conseil d'administration qui m'a élu président du conseil d'administration du Tangram, un poumon. La culture, dans tous ses aspects, permet une respiration, un dépaysement qui passe par la surprise d'un spectacle, l'étonnement face à un concert ou à d'autres manifestations. Mais nous ne devons pas oublier non plus l'ancrage territorial que le tangram se doit d'avoir, ce qui implique aussi des projets partagés avec les acteurs culturels locaux. Et on entend trop souvent évoquer, pas de vous bien sûr qui êtes présents, mais une image élitiste, qui est une fausse image et qui, comme souvent lorsqu'elles émanent de personnes, eh bien en général 90% des personnes qui critiquent sont des personnes qui ne connaissent pas et qui n'ont pas mis les pieds, que ce soit au Cube, au Cadran ou au théâtre Legendre. Donc ne nous laissons pas impressionner par cela, jugeons sur place et le meilleur indicateur, pour autant qu'il soit évidemment suffisamment précis et finement analysé, c'est la fréquentation du tangram et de ses différentes antennes. Donc je suis très attaché également au plus large public qui est d'ailleurs au travers des droits culturels une obligation et une exigence du label Scène nationale. Moi, je considère que pour Évreux, pour la municipalité, pour les Ébroïciens avant tout, le tangram est une pépite que l'on veut voir rayonner. Il doit être visible de tout public et de tous les territoires de notre département. Alors,
en quelques mots, effectivement, on a un peu la lettre de mission, Madame la directrice de la scène nationale, qui effectivement décrit le rôle des scènes nationales qui constituent un réseau national de référence. Et dans l'exercice de leur mission, elles portent une attention particulière à la diversité, notamment au travers des œuvres présentées, des artistes accompagnés et des publics, au regard des objectifs de parité ainsi qu'à la prise en compte des droits culturels, de l'équité territoriale, pour le développement de l'accès et de la participation au plus grand nombre à la vie culturelle. Alors vous également, cher public, je pense aussi que par votre présence nombreuse, vous êtes aussi des vecteurs de rayonnement du Tangram, car vous allez assister à des spectacles, à des concerts, vous allez en parler et vous allez faire découvrir. Donc vous avez, et je vous en remercie, très certainement un rôle très important à jouer et que vous avez déjà joué. Donc vous êtes des promoteurs de l'offre culturelle du Tangram, en y étant fidèles et en faisant vos choix parmi l'offre riche. On va le découvrir tout à l'heure. Alors, je vous préviens, moi, je pense que je l'ai vu en partie déjà, mais j'en ai parlé à personne. Hein. Je vous promets que je n'ai rien dévoilé, mais les choses sont effectivement très alléchantes. C'est le donner envie, hein, lorsqu'on verra le petit film. Alors, je veux pas oublier, et vous l'aviez souligné lors du conseil d'administration, Madame la directrice, la presse, les journalistes, dont le rôle est fondamental sur le donner, ce que j'appelle le donner envie, quoi, de voir tel ou tel spectacle. Hein. Voilà. Donc voilà les quelques mots que je voulais vous dire pour ne pas être trop long. Vous redire simplement mon plaisir à être présent parmi vous, en adressant encore toutes mes félicitations à Madame la directrice, à Monsieur Bourguignon pour la programmation et à tous les services, à tous vos services. Donc maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer à tout ce que tout le monde attend. Hein. Eh bien, cette programmation et cette saison 2026-2027. Merci infiniment, monsieur. Voilà, merci, Monsieur le Président. Merci. Merci. On va vous accompagner par ici, par ici. Merci beaucoup. Alors, on va rentrer effectivement dans le vif de cette programmation 26-27, pendant que quelques spectateurs s'installent tranquillement. Et je vous souhaite de nouveau le bonsoir et vous remercie de votre présence si nombreuse. C'était un peu un pari, Julien, de faire la présentation dans cette salle. On avait vu que ça avait pas mal fonctionné sur le Festival des Anthropocènes. On s'est dit un 1er juillet au Cadran, en grande salle, on va se retrouver avec peu de gens et peu de monde et vous êtes là et c'est merveilleux. D'aucuns m'ont même dit qu'ils avaient repoussé leurs vacances pour être là. Alors vraiment, on est très émus. Merci infiniment de votre présence. Ouais, merci à vous. Alors, j'aurais pu introduire ce soir cette nouvelle présentation de saison en plagiant Martin Luther King par un « I have a dream ». Mais je vous dirais simplement que dans le contexte actuel extrêmement tendu que vit le spectacle vivant, nous, l'équipe du Tangram, nous formulons les vœux suivants. Que le théâtre ne devienne pas seulement un lieu où l'on raconte des histoires, mais qu'il reste celui où une société se regarde, se questionne et parfois se conteste. Nous faisons le vœu que sur scène, on continue de voir apparaître d'autres mondes possibles, mais aussi les lignes de fracture du nôtre, les rapports de pouvoir, les injustices, les silences, les résistances. Nous implorons pour que le théâtre continue de mettre en lumière ce que l'on ne veut plus voir
ou ce que l'on ne sait pas encore nommer, qu'il donne voix à celles et ceux qu'on entend trop peu, qu'il révèle nos contradictions, nos fragilités, mais aussi notre capacité à changer. Cette saison encore, cette saison au moins, les spectacles que nous vous présenterons seront ainsi des espaces de vigilance, d'imagination et de débat. Ils nous inviteront à penser le monde tel qu'il est, mais aussi tel qu'il pourrait advenir. Entre lucidité et espérance, puisse le théâtre continuer à nous transformer, aiguiser notre regard, troubler nos certitudes et raviver notre désir d'agir. Que vive le théâtre public! Après un propos introductif aussi fort, je vais maintenant vous parler de chiffres, beaucoup moins drôles. Donc, la saison en quelques chiffres, 44 spectacles à ce jour pour 88 représentations. Vous avez 5 propositions en musique, 9 en danse et en performance, 26 en théâtre et 4 en cirque et marionnettes, 9 propositions internationales, 25 propositions nationales, dont 10 compagnies régionales. Comme vous le savez, on accompagne beaucoup la création en région. Toujours une veille sur la parité, c'est un des points d'orgue au Tangram. Donc nous aurons 10 équipes artistiques mixtes, 16 propositions d'équipes artistiques masculines et 18 propositions d'équipes artistiques féminines. Et une offre importante pour la jeunesse avec 9300 places qui sont proposées aux écoles et collèges du département sur une jauge globale qui est pour l'instant de 23 000 places. Je dis pour l'instant parce que, comme vous le savez, cette jauge va augmenter avec le Festival Anthropocène puisqu'une partie de la programmation est faite, on va vous en parler, mais il y en a une deuxième partie qui arrivera un peu plus tard. Alors, l'accessibilité, eh bien, le spectacle vivant subventionné, comme vous le disiez, Monsieur le Président, a une responsabilité claire. Puisqu'il est financé par tous, il doit être accessible à tous. Et c'est le cœur même de notre mission de service public. Cela veut dire lever les obstacles économiques, sociaux, territoriaux ou physiques qui empêchent encore une partie de la population d'accéder aux œuvres. Mais cela veut dire aussi combattre le sentiment encore trop répandu que certains lieux de culture ne seraient pas faits pour tout le monde. Rendre le spectacle vivant accessible, c'est défendre une certaine idée de la démocratie, une culture partagée, ouverte et réellement commune. Alors, sans fausse modestie, permettez-moi de vous dire que c'est précisément là l'une des choses que nous faisons le mieux au Tangram. Et vous voyez derrière moi un ensemble assez complet de pictogrammes qui pourront vous guider dans vos choix de spectacle selon les difficultés que vous rencontrez. Vous verrez même un nouveau pictogramme qui est gilet vibrant, puisque nous avons fait l'acquisition avec le soutien de la mairie d'Évreux de ces gilets qui peuvent vous permettre de ressentir quand vous êtes malentendant, sourd ou malentendant, et que vous pourrez tester sur les spectacles de danse. Et puis un autre axe fort du Tangram, c'est également tout le travail que nous proposons sur le territoire. Vous le voyez sur cette carte, sur la carte du département. C'est du travail qu'on propose avec des projets de médiation culturelle, avec des représentations hors les murs tout au long de la saison. C'est également des projections de films et des rencontres durant le Festival Anthropocène. Donc ce que vous voyez, c'est là où nous sommes toute la saison, toute l'année. Je voulais aussi vous rappeler que le Tangram, c'est près de 900 heures de médiation culturelle sur tout le département, en partenariat avec plus de 140 structures partenaires, que ce soit des écoles, collèges, lycées, l'enseignement supérieur également. Nous sommes présents aussi dans le milieu carcéral, dans les hôpitaux. Ça concernant les enfants, plus de 5700 enfants, adolescents et jeunes adultes qui vont disposer d'un parcours d'action culturelle où ils vont venir à la fois à la scène nationale, au théâtre, aussi voir un concert de musique, voir une projection de film. Et on peut aussi également le retrouver dans le cadre du festival Anthropocène. Voilà. Et puis, vous savez qu'à l'aune du Festival des Anthropocènes, nous sommes ouverts à d'autres esthétiques, entre autres aux arts visuels. Et cette année, nous avons la joie d'accueillir en résidence photographique le très talentueux photographe hébroïcien Warzi, qu'on avait pu voir au comptoir des loisirs dans une très belle exposition et qui viendra ici, donc à partir de septembre, au Théâtre Legendre, certains samedis, pour, comme on dit, vous
tirer le portrait. Donc, si vous souhaitez être photographié par Warzy au Théâtre Legendre, eh bien, je vous prie de vous signaler auprès de mes collègues à l'accueil pour prendre rendez-vous. Et évidemment, ce travail fera l'objet d'une exposition en fin de saison. Alors on rentre dans le vif du sujet de la programmation avec en ouverture de saison les Journées du matrimoine. Événement régional porté par l'association HF Plus Normandie. Ce sera un week-end où on vous proposera des conférences, du théâtre et des musiques actuelles. Alors, j'entends encore que d'aucuns s'irritent par un trop-plein de féminisme dans nos saisons ou par notre fidélité aux journées du matrimoine. Alors, rappelons une vérité toute simple, c'est que l'histoire n'a pas été écrite par tout le monde. Elle a été écrite par les hommes. Et revendiquer la place des femmes dans la mémoire, la culture et l'espace public, ça n'est pas effacer qui que ce soit, c'est juste, enfin, cesser d'effacer les femmes. Alors, on commencera ces journées du matrimoine au Cube, en partenariat donc avec le Cube, avec Voudoumet. Voudoumet, c'est Maëlys Lebray, elle est originaire d'Évreux, elle tisse une pop magnétique, viscérale. Sa musique est une sorte de sortilège moderne, une expérience sensorielle où se rejoignent la ferveur du gospel, la chaleur de la soul et la tension du rock. Ce sera un concert en entrée libre, comme toutes les manifestations des journées du matrimoine. Et le lendemain, on vous propose une conférence, donc ce sera à l'auditorium du Cadran, qui s'appelle l'effet Mathilda. L'effet Mathilda, le nom Mathilda vient d'un phénomène sociologique qui est référencé qui s'appelle l'effet Matthieu, qui est une référence à l'évangile selon saint Matthieu qui dit que celui qui a aura en abondance et celui qui n'a pas n'aura plus rien du tout. L'effet Matthieu, c'est les découvertes scientifiques. Souvent, quand vous avez une découverte scientifique, elle est liée à une personne qui est un homme. Et souvent, on oublie en fait que tous ces collaborateurs qui sont parfois à l'origine de la découverte et finalement, il y a une personne qui est élue et c'est ce scientifique renommé. L'effet Mathilda, c'est la même chose, mais en pire, c'est-à-dire que c'est l'invisibilisation totale des femmes et on oublie en fait que dans l'histoire des sciences, énormément de choses ont été découvertes par les femmes. On oublie que le premier algorithme a été créé par Ada Lovelace, qui était la fille de Lord Byron. Les mathématiques ont été essentiellement accomplies et des trouvailles ont été faites par des femmes. C'est le cas dans les sciences, c'est le cas dans les arts. Et Hélène Francisi, qui est une comédienne que certains d'entre vous ont peut-être pu voir, puisqu'elle jouait dans Nous étions la forêt d'Agathe Charnay. Elle jouait le rôle de la mère. On l'avait présentée en clôture du Festival Anthropocène il y a 2 ans. En fait, parallèlement à son activité de comédienne, elle a fait énormément de recherches, elle est allée chercher plein d'images d'archives pour faire connaître toutes ces femmes scientifiques. Voilà, donc ce sera à 16h à l'auditorium du Cadran et on vous proposera ensuite de venir au Théâtre Legendre à 18h30 pour découvrir une étape de travail, Elvire 27, donc pendant les journées du matrimoine. Et vous le savez, on ouvre le Théâtre Legendre régulièrement au public. C'est des rendez-vous gratuits où vous pouvez venir et puis vous regardez une création en train de se faire. Ça a été le cas avec Frédéric Ferrer dernièrement dans le cadre du Festival Anthropocène avec Géopolitique du Petit Pois. L'idée, c'est que voilà, on vous montre un peu une étape. C'est ce qu'on vous présentera avec Nadège Catelino, du coup, qui a décidé de travailler sur le personnage d'Elvire, puisqu'elle a joué Elvire dans le Don Juan, qui était mis en scène par David Bobet. C'est un projet théâtral qui a eu un immense succès, ils ont tourné partout dans le monde. Ça a été donc une aventure artistique et humaine incroyable, mais ça a été aussi l'occasion de réfléchir plus en profondeur sur les rôles féminins au théâtre, et notamment les rôles féminins dans le théâtre dit classique. Et elle va vous prouver que contrairement à Elvire, elle ne va pas rentrer au couvent du tout, mais bien au contraire, elle va occuper l'espace de jeu et montrer tout son talent d'autrice, de comédienne et même de rappeuse. Vous rappelez enfin que pendant les journées du matrimoine, on continue à ouvrir aussi les bâtiments. Vous aurez des visites qui vous seront proposées du Cube, si vous le souhaitez, le samedi. Et le dimanche, vous aurez le Théâtre Legendre rien que pour vous. En entrée, vous pouvez en entrée libre et vous aurez aussi des visites guidées si vous souhaitez découvrir les coulisses du théâtre ainsi que ses métiers. Alors, vous en avez l'habitude, on vous présente les spectacles en fait en les regroupant sous des thématiques. Et la première thématique, on l'a intitulée « Au fil du temps ». Alors, vous avez
peut-être vu sur les diapositives que vous sont présentées. Vous avez les références de pages parce que je vois que beaucoup d'entre vous feuillettent. Donc, c'est à côté des petits pictogrammes d'accessibilité. Donc, au fil du temps, ce titre, il dit déjà beaucoup. Il parle de ce qui passe, de ce qui reste, de ce qui se transforme. Il parle de nos histoires, de nos héritages et de nos silences aussi. Cette thématique réunit des spectacles qui, chacun, à leur manière, interrogent le temps intime, le temps collectif, le temps de la mémoire, de la transmission, de la disparition. C'est une invitation à écouter les traces et à partager ensemble ce que les années déposent en nous. Le premier spectacle qui s'inscrit dans cette thématique, c'est Twaama Paradise, qui est la rencontre de deux femmes artistes au parcours pluriel et passionnant. C'est l'histoire d'une amitié à travers le temps, celle qui lie Ella Fatoumi à Sandoz Bellassène. Ella Fatoumi, pour la petite histoire, pour certains d'entre vous, vous la connaissez, elle a dirigé pendant presque 10 ans le Centre chorégraphique national de Caen, dans notre région. C'est une chorégraphe qu'on a déjà accueillie à plusieurs reprises dans cette maison. Et elle joue des fantasmes. Ici, son fantasme de la gémellité avec Sandoz Bellassène. Twaama, ça veut dire jumeau en arabe, et elle imagine retrouver sa sœur rêvée, Sandoz, qui est à la fois danseuse, chorégraphe, mais également actrice. Ce sont deux figures de scène inconnaissantes qui ont donc la Tunisie en partage. Depuis plus de 35 ans, elles tracent des chemins artistiques parallèles qui sillonnent sans jamais se croiser, mais se côtoient avec l'attention constante que permet une amitié très ancienne. Le second spectacle est aussi un spectacle de danse, et alors là, tout est dans le titre, Entre-temps, de Philippe Découfflé, que nous présenterons en partenariat avec le Théâtre de l'Arsenal à Val-de-Reuil 2 soirs, et on vous y emmène en navette. Alors, nous, on pense qu'il faut vraiment chérir les chorégraphes qui savent faire rire parce qu'ils ne sont pas si nombreux. Et c'est le cas de Philippe Découfflé, il est de cela. Et je vous avoue qu'on ne boude pas son plaisir dans ce spectacle assez magistral où tous les sentiments et les émotions sont mêlés. Le rire, je vous le disais, mais aussi la tendresse et l'admiration réciproque que Philippe Découfflé a pour ses interprètes et que les interprètes lui portent. Il a réuni 9 interprètes vraiment les plus fidèles de ces pièces. Ils ont entre 38 et 72 ans. Vous y retrouverez Dominique Boivin, qui était historiquement le directeur de l'Arsenal. C'est aussi la raison pour laquelle on présente ce spectacle là-bas, parce que c'est vraiment important pour lui de pouvoir le jouer dans le lieu qu'il a longtemps dirigé. Un acteur absolument, un interprète merveilleux. Et Découfflé a repris des éléments de décor et des éléments de costume de tous ces spectacles. Alors, pour vous rappeler probablement quand même Découfflé, je vous redis, c'est celui qui a fait les cérémonies d'ouverture et de fermeture des Jeux Olympiques d'Albertville. Il a fait des pièces vraiment qui ont énormément tourné. Et donc, on va retrouver ces danseurs où ils vont un peu traverser l'œuvre de Philippe Découfflé. Et ça va être un moment vraiment très, très tendre, en plus d'être évidemment toujours un peu drôle avec Découfflé. Alors, j'en profite pour faire un petit appel aux amateurs, aux danseurs amateurs, puisqu'il y aura une petite troupe de danse amateur qui sera constituée pour accompagner la compagnie de Découfflé au plateau. Donc si vous voulez participer au spectacle, c'est pareil, allez voir mes collègues à l'accueil, on s'occupe de vous inscrire. On regarde un petit extrait de quelques secondes. Oh, Superman. Oh, John. Hello? Is anybody home? So hold me one. Alors on poursuit maintenant avec une jeune compagnie du Havre, la compagnie Stadios, qui est portée par Chane Haddad et Juliette Fribourg, et elles ont toutes les deux un centre d'intérêt dans le théâtre finalement assez peu commun. Leurs pièces tournent beaucoup autour du sport. Et elles se sont intéressées à une discipline sportive qui est censée être mixte, mais qui dans les faits ne l'est pas. Il s'agit de la Formule 1. Plus particulièrement, elles se sont intéressées à un événement que vous avez certainement en tête. Il s'agit du 1er mai 1994 et du décès d'Ayrton Senna.
En fait, dans cette pièce, vous allez suivre l'histoire d'une jeune journaliste qui va enquêter sur la mort d'une femme pilote d'automobile qui est clairement une référence à Ayrton Senna. Et au-delà du drame, en fait, cette fiction théâtrale, elle va nous amener aussi à nous interroger, parce qu'il faut savoir que quand Ayrton Senna a eu son accident, il a été évacué, et en fait, ils ont continué la course, en sachant qu'il y avait à peu près 9 chances sur 10 qu'il soit décédé. Sauf qu'ils ont fait repartir un pilote avec le même modèle de véhicule qui potentiellement avait le même problème technique. Et en fait, de là, il y a une réflexion plus profonde sur notre société, qui est aussi aujourd'hui finalement la société du spectacle, c'est une réflexion sur la question aussi du déni, qu'il soit sportif ou climatique, notre rapport à la mort, et qu'est-ce que finalement ça raconte de nous, c'est-à-dire est-ce qu'on imagine un match de foot, on est en pleine Coupe du Monde, où il y a un joueur qui tombe par terre et on continue le match? Pas forcément. Voilà. Et donc c'est cette réflexion-là en fait qu'elles ont décidé de travailler à travers cette pièce. Et du coup, je vous dis, parce que comme ça n'a pas l'air joyeux, mais il y a aussi de l'humour. En dehors de ça, on va vous proposer, parce que vous le savez, on propose des stages aussi d'écriture. Donc il y aura un stage d'écriture qui sera proposé autour de Virage. Ensuite, un spectacle coup de cœur, enfin bon, ils sont tous coup de cœur, mais celui-ci, il m'a quand même pas mal parlé. C'est un spectacle d'Ahmed Madani. Alors Ahmed Madani, il s'intéresse profondément aux individus, surtout s'ils ne sont pas comédiens professionnels. Et alors s'ils ne sont pas comédiens professionnels, il va tout faire pour les faire monter sur un plateau. Il s'est intéressé à l'histoire d'Anissa, et Anissa, elle a une histoire assez incroyable. Il l'avait rencontrée au cours d'une tournée d'une pièce précédente. Et elle va lui raconter un soir son lien avec son père, plus précisément le lien qu'elle n'a pas avec son père, puisqu'elle n'a pas connu son père. Elle n'a qu'une seule photo que vous découvrirez au moment du spectacle. Et très vite, on découvre en fait que l'homme sur la photo, qu'elle a cru pendant 30 ans que c'était son père, n'est pas du tout son père. Et de là, le spectacle va basculer. Et c'est pour ça qu'il lui a dit je vais t'aider à retrouver ton père et on va en faire un spectacle. Et je ne peux pas tout vous raconter parce que c'est assez délirant. Sachez que vous allez traverser la planète entière, qu'il y a plein de moments dans le spectacle où je me suis dit non, c'est pas possible, là, il nous pipote, c'est pas vrai. Et en fait, je peux rien vous dire, mais c'est incroyable. C'est un spectacle coup de cœur. C'est aussi un spectacle pour des gens, par exemple, qui n'ont jamais été au théâtre. N'hésitez pas à les emmener parce que c'est une porte d'entrée merveilleuse pour découvrir le théâtre. Et ça nous rappelle également que ça peut être, le théâtre, une solution quand on est dans une impasse dans la vie. Donc voilà, on va le proposer hors les murs et au Théâtre Le Gendre, et on a un petit extrait à vous montrer. Qu'est-ce que t'es en fait? Un gens? Une personne? Une personne. Ouais. Donc t'es une personne qui va raconter des histoires aux gens. Voilà. Et quand ils t'ont regardé sur les premières représentations que t'as données, t'as eu le sentiment de quoi? Que c'était mes enfants. Est-ce que tu leur parles de toi? Est-ce que tu leur parles d'eux? Ou est-ce que tu leur parles de moi? De tout, de la vie. Il y a quelqu'un qui est mort, donc tu fais ton deuil pendant tes années, et le jour où tu arrives à faire ton deuil, il réapparaît. Il ressuscite. Il ressuscite. Moi, je suis jamais allé aux États-Unis, ça m'intéresse. Et puis, on n'y va pas pour rien. On va pour peut-être rencontrer un homme qu'on ne connaît pas, qui serait son père. On dirait que je vais au Vatican, là. Where's your band? In New Hampshire. New Hampshire, okay. You wanna go see him? Yes, for the first time of my life. Le 23 mai, à 11h38, 57 degrés Fahrenheit. Au retour, tu fais un spectacle avec moi, Ahmed Madani, et tu racontes ton histoire aux gens. Et tu cuisines. Quelqu'un d'autre veut partager un souvenir avec son père? Répondez pas tous à la fois. Bon, alors, on a fait le voyage pour aller voir mon père qui m'a pas reconnu, que j'ai pas connu pendant 30 ans. Mais le plus dur, Ahmed, c'est d'apprendre le texte. Tout l'amour que j'ai pour toi est brûlant. Alors, détail important que je ne vous ai pas dit, vous avez dû le voir dans la vidéo, vous allez pouvoir manger des pralines qu'elle va cuisiner pendant tout le spectacle. Eh oui, c'est une valeur ajoutée. Absolument. Allez, on parle de musique? On parle de la musique. Comme vous le savez, nous proposons chaque année des concerts en complémentarité avec la programmation musicale du Cube. On vous propose de la musique classique, on vous propose de la musique jazz et on va même vous proposer du cabaret, Valérie. Oui, avec Václav. Václav, c'est le nom de scène qu'Olivier Normand s'est choisi lorsqu'il a rejoint la troupe du mythique cabaret parisien Madame Arthur en 2018. Alors, il est dans
danseur, chanteur, comédien. C'est un artiste protéiforme qui a même étudié sur les bancs de l'ENS Lyon. Donc, si vous voulez, il a des lettres, comme on dit. Ce qui lui a laissé un goût certain pour la littérature française. Et puis, s'est formé à la danse. Et puis, auprès de Mathilde Monnier, voilà. Donc il n'a pas choisi un chorégraphe de bas étage, Mathilde Monnier directement. Donc il a une formation extrêmement complète. Il s'inspire des figures de la chanson à texte. C'est une silhouette longiligne, vous le voyez ici, très élégante, vêtue de noir. Il est flanqué d'une shruti box. C'est un instrument traditionnel indien à soufflet. Et il va proposer un récital qui va naviguer entre Brigitte Fontaine, Monteverdi, Gainsbourg, Nirvana ou encore Caetano Veloso. Il est aussi très féru de poésie, donc son registre vocal, eh bien, il passe du contre-ténor au baryton, donc c'est aussi une expérience musicale extrêmement intéressante, tout en étant une exploration de la fluidité de genre entre élégance et érudition. Et puis, si vous êtes friand de cabaret, je sais que beaucoup d'entre vous le sont, eh bien, on vous donne rendez-vous aussi le 16 octobre au Cube pour la Sirène à barbe, le cabaret emblématique de la ville de Dieppe. On poursuit maintenant avec Chassol. Chassol, donc c'est une programmation en collaboration avec le Cube qui sera au Théâtre Legendre. Chassol, il est tombé dans la musique, dans la marmite de la musique quand il a eu 4 ans. Il a obtenu une bourse pour partir aux États-Unis. Il a multiplié des rencontres artistiques. Aujourd'hui, il a 50 ans. Il a une carrière impressionnante à son actif, des collaborations avec Kerenan, avec Phoenix, avec Sébastien Tellier, avec Solange ou Frank Ocean. Et pour son 5e album, il a renoué avec une technique qu'il a inventée qui s'appelle l'ultrascore. L'ultrascore, ça s'inspire aussi du travail d'un musicien minimaliste américain, enfin répétitif, qui s'appelle Steve Reich. Vous savez, en fait, cette technique consistait à prendre des sons du quotidien et à les mixer. Et dans le cas de Chassol, en fait, il va mêler à la fois des mélodies et des extraits sonores. Et dans le cas précis, c'est des extraits sonores en fait de stand-up d'humoristes afro-américains. Il s'est beaucoup intéressé au milieu du stand-up afro-américain en ce moment, à l'époque Trump, parce que en pensant aussi également que le rire, c'est une manière de résister. Et vous allez découvrir un album incroyable et unique en son genre. On a un petit extrait du clip à vous montrer. Alors on poursuit avec un autre... alors cette fois-ci c'est un quatuor, il s'agit du quatuor Sedna. Certains l'ont peut-être déjà entendu puisqu'on les avait proposés dans le cadre du festival Anthropocène, mais c'était le jour de l'ouverture, c'était à Verneuil d'Avray, dit-on. On avait joué dans un lieu hors les murs, ça a été un très très beau succès. Et on s'est dit que ce serait intéressant de les réinviter aussi au Théâtre Legendre avec un nouveau programme musical qui s'appelle Echo. Donc le quatuor Sedna, il vient de Vernon. Vous découvrirez, pour ceux qui ne connaissent pas, 4 chanteuses a cappella de très très haut niveau technique et elles mettent tout leur talent, toute leur technicité au service de compositeurs contemporains. Et on s'est dit, histoire de vous faire un peu saliver, qu'on va vous montrer un extrait du concert qui a eu lieu à Verneuil, le concert qui s'appelait, j'ai perdu le nom évidemment, le registre, c'est pas grave. C'était super en tout cas. Vous allez voir. Et donc voilà, on vous montre un petit extrait.
Moment de pure beauté. Un autre registre encore radicalement différent. Vous avez vu qu'on balaye très très large dans les propositions musicales cette année avec Bowie symphonique, une création originale pour rendre hommage à celui qu'on appelait le White Duke, Bowie, dans un dialogue assez inédit entre un orchestre symphonique et qui est rejoint par de grands noms du jazz. Alors, les voix de Crystal Warren, vous allez l'écouter dans quelques instants, vous allez voir, Hugh Coltman, et puis la trompette de David Enko, qui est fort connu des amoureux de jazz, et le piano de Boyan Z. Alors, l'idée originale, eh bien, c'était de donner aux chansons de Bowie donc un éclairage nouveau par le biais de cette orchestration symphonique et de rendre hommage à ce grand compositeur qui est Bowie, qui a vraiment laissé une empreinte très très forte dans évidemment les musiques pop-rock du XXe, mais aussi on peut dire dans un certain esprit jazz. Alors, je vous propose tout de suite d'écouter un petit extrait. Vous allez entendre Crystal Warren et l'orchestre. Alors Julien vous parlait de rire tout à l'heure, de rire de résistance, et donc c'est le rire à tout âge, notre nouvelle thématique où on va explorer ce que le rire révèle de nous, de notre fragilité, de notre imagination, de nos décalages, de nos élans. Rire n'est jamais vraiment anodin, c'est une liberté, c'est une énergie et c'est parfois même une nécessité. Rire à tout âge, c'est affirmer que l'émerveillement, l'humour, la joie n'ont pas d'âge, qu'ils ont toute leur place dans nos vies et sur nos plateaux. Alors Julien, on commence avec Fusée ? Oui, Fusée, un spectacle qui va vous mettre en orbite. Il s'agit d'une proposition burlesque qui place le théâtre au centre de l'univers. En gros, vous allez assister à du théâtre ingénieux, du théâtre un peu artisanal et bricolé, parce que vous commencez avec cette image comme ça, un peu de Castellet, et puis vous allez voir le spectacle va grandir, et c'est surtout qu'ils vont vous embarquer du début de l'histoire de l'humanité jusqu'à l'épopée spatiale. Et vous allez suivre 2 cosmonautes qui vont partir dans l'espace et qui vont errer parce qu'ils vont se perdre dans l'espace. C'est un spectacle pour petits et grands et c'est vraiment... c'est un hommage aussi au théâtre parce qu'on passe du Castellet à cette grande épopée. Et ils arrivent à créer des images mais folles avec 3 fois rien. Les interprètes sont prodigieux, c'est-à-dire que vous avez la sensation d'apesanteur parce que on est sur des circassiens, presque du clown, du théâtre d'objets, bref, tout y est. C'est une adhésion garantie pour tous. Vous allez retrouver votre âme d'enfant et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a décidé d'ouvrir la saison avec cette grande forme parce que c'est un bijou.
Alors un spectacle pour les plus petits qui est proposé par Betty Bone et Silver Lamotte qui nous interroge comment naissent les idées. Alors c'est un duo Immobile et Rebondi, qui sont deux personnages que tout oppose ou presque. Alors Immobile, c'est un artiste qui est un petit peu en panne d'inspiration et qui va rencontrer Rebondi, qui lui n'est pas en panne d'inspiration, surtout pour faire des bêtises et rater beaucoup de choses. Un petit bout en train qui est tout le temps en train de tout chambouler. Et donc, eh bien, ils vont évidemment s'associer parce que Rebondi va venir au secours d'Immobile pour lui apporter toute sa créativité. Et donc, c'est une pièce qui interroge sur la créativité que nous proposons dans le cadre du Salon du Livre et de Jeunesse de la ville d'Évreux. Et on a un tout petit extrait. Alors maintenant, un spectacle incroyable que j'ai découvert il y a pratiquement un an. On m'a dit va voir, c'est pour un public familial. Et quand je suis allé le voir, je me suis dit mais c'est quelle drogue ils ont pris en fait. C'est juste fou. Imaginez que vous avez 4 artistes adultes, ils vont décider en fait d'enregistrer tous les échanges de leurs enfants sans que les parents soient présents. Et évidemment, c'est des enfants, donc ils oublient très vite les micros et ils se mettent à parler. Ils se mettent à parler de leur rapport à la vie. Ils se mettent à parler de leur questionnement, de leur fantaisie, de leur rapport à l'amitié, à l'amour, au fait que grandir, ça n'a pas l'air si top que ça. Et puis, ces artistes-là, ils vont reprendre toute la matière de texte qu'ils ont récoltée et ils vont le jouer sur scène. Donc en fait, vous allez voir des adultes qui jouent le rôle d'enfant. Et c'est jubilatoire. Vous allez être dans un univers qui est défoncé de couleurs, mais avec des ours en peluche géants, enfin c'est fou. C'est ce que font les Suisses, en fait, un truc complètement fou. Et il y a des images très très drôles. Moi je me souviens d'une image, mais vraiment jubilatoire, où vous avez une comédienne très belle, très élégante, diaphane, qui arrive avec une robe comme ça, une douche de lumière sur elle, un peu comme Céline Dion. Et on sent qu'elle va se mettre à chanter et en fait elle se met à hurler la crise de nerfs de sa fille. Et donc il y a tous les gamins dans la salle qui font waouh, elle est folle. Et tous les parents regardent les enfants en disant bah voilà ce que ça fait en fait. Et du coup c'est jubilatoire, drôle et intelligent. Et on cherche un enfant blond, châtain, de 9 à 13 ans. Ah, d'accord, parce qu'on a besoin de... Les dragons étaient partis vers le sud, les licornes vers le nord. J'ai pas trop envie de finir directement maintenant. Je regarde la route quand je traverse et tout. Et puis j'essaye de ne pas mourir quand j'ai que 10 ans. Voilà. 1, 2, 2,5. T'es privé de télé pendant toute la semaine. T'as compris? T'as compris? Y a pas de mais. Y a pas de mais. La femelle était la licorne d'or. Elle s'appelait Or. Le mâle s'appelait Argent. C'était la licorne d'argent. Je meurs. Je suis fou, moi. Je suis fou, je suis un taré, moi.
Ouais, t'es un fou. Je prends discrètement en cachette l'ordinateur et je me mets des dessins animés, parce que ça je sais faire. Soit je hurle dans toute la maison en disant « Dessin animé ! Dessin animé ! Il me faut des dessins animés ! J'en ai marre ! J'en ai marre, je m'ennuie ! Il me faut des dessins animés, j'en ai trop marre !» Je vois un destin sans limite, l'infini des possibles. Tout est en toi, regarde, tout est là. Ton destin est immense. Ça promet. Alors oui, je vous le disais juste avant, on cherche un petit figurant, un enfant blond châtain de 9 à 13 ans, de moins de 1,30 m. Voilà, c'est la demande de la compagnie. Si vous connaissez un petit enfant qui veut venir, c'est pas très long sur le plateau, mais pour faire de la figuration, évidemment, on est preneur. Allez, on passe à une nouvelle programmation cinéma, puisque nous avons constaté que vous étiez extrêmement friands de films documentaires, de films scientifiques à l'occasion du Festival des Anthropocènes. Alors on a décidé d'élargir un petit peu la programmation dans le reste de la saison avec cette nouvelle programmation et qui s'inscrit aussi dans le cadre du nouveau partenariat que nous avons tissé avec le formidable festival Paris Science. Alors, qui est un festival qui est déjà très ancien, qui se déroule essentiellement au Muséum national d'histoire naturelle et qui présente et promeut les films scientifiques. Alors dans ce cadre-là, il y aura 6 classes de l'heure, dont 4 d'Évreux, qui participeront au jury en herbe. Ce sont des classes de CM1, CM2 qui choisiront donc un lauréat. Vous pourrez découvrir ce film lauréat et on vous en fera la publicité par les moyens digitaux ou par des annonces ultérieurement, parce que pour l'instant, évidemment, il n'est pas connu. Mais nous allons démarrer ce cycle déjà par ce film remarquable, vraiment magnifique, qui s'appelle « Le renard qui a sauvé son île », qui est le film d'Emma Baus, qui se passe à Santa Cruz. Santa Cruz, c'est une petite île qui est au large de la Californie, où aujourd'hui il n'y a plus du tout de population humaine, mais il y existe un petit renard qui est le plus petit renard au monde. Vous savez que les animaux qui vivent sur des îles sont souvent de toute petite taille parce qu'ils s'adaptent à leur territoire. Et ce petit renard absolument irrésistible dont vous voyez la photo était en train de disparaître du fait des activités humaines. Donc la Californie en face, puisqu'il n'y a plus, je vous disais, de population humaine sur cette île. Et pour sauver cette population incroyable et extrêmement rare de petits renards, eh bien, les scientifiques ont dû restaurer l'écosystème de cette île. Et c'est toute cette expérience absolument incroyable et qui montre combien le vivant est imbriqué, intriqué et combien tout ça est relié, qui est décrit dans ce documentaire absolument magnifique. Ces films sont en entrée libre. Ils seront présentés en 2 fois, une séance l'après-midi pour les enfants et puis une séance le soir pour nous tous. Et je vous assure que c'est un film vraiment très très beau et que j'ai absolument adoré. L'autre film qui sera présenté en mars s'intitule Fantastique et c'est un docu-fiction, c'est-à-dire que c'est à la fois un documentaire qui suit l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Fanta, d'où le titre, mais ça a été légèrement fictionné. Fanta est une vraie petite fille qui vit à Conakry, donc en Guinée-Conakry, vous savez, fabuleuse terre de cirque. Hein. Et elle est circassienne et contorsionniste. Et évidemment, son rêve, c'est de participer aux tournées internationales de ces grandes compagnies de cirque, dont on accueillera cette année de Circus Baobab pour la seconde fois. Julien va vous en parler un petit peu plus tard. Voilà, ça fera écho à ce film et ce sera le 22 mars. Alors on poursuit avec une autre thématique qu'on a appelée Accords perdus. Vous le savez maintenant, la danse, elle a pris une part conséquente dans notre programmation qui, d'année en année, a connu la danse un succès grandissant. On a souhaité vous amener à Évreux des chorégraphes de premier plan. Certains sont très confirmés, d'autres sont en pleine ascension. Et tous les spectacles qui suivent, en fait, ils vont aborder la danse comme un acte de catharsis où le corps exprime nos émotions les plus enfouies. Et on va commencer avec un chorégraphe qui s'appelle Ofesh Shechter, avec la pièce qui s'appelle In the Brain 2. Alors, Ofesh Shechter, c'est un éminent chorégraphe israélien qui a été formé à la Batsheva Dance Company, la compagnie de danse israélienne. Il est aujourd'hui à la tête de l'Agora de Montpellier. Il compte parmi les plus grandes figures dans le domaine chorégraphique et il tourne à l'international depuis plus de 20 ans. Dans In the Brain 2, il s'est intéressé en fait
au milieu de la nuit, au clubbing. Et il a proposé à 8 danseurs de 18 à 25 ans d'explorer le sens profond du clubbing. Et vous allez découvrir vraiment une danse organique, viscérale, qui percute, c'est incandescent. Bref, si vous avez besoin de lâcher les chiens, ce spectacle, il est fait pour vous. Alors après la claque magistrale qu'on a prise cette année avec Peeping Tom et leur diptyque, il était important pour nous de les réinviter parce que c'est une compagnie absolument majeure, incroyable, avec un vocabulaire fou, enfin, et que nous adorons. Alors ils viennent avec leur pièce fondatrice qui a été Le Salon. C'est une pièce qui a été créée en 2004 et qui a été tournée vraiment dans le monde entier pendant 5 ans. Il faut savoir que c'est extrêmement rare pour les pièces de danse de tourner aussi longtemps. Et quand je vous dis le monde entier, c'est de la Corée du Sud à l'Australie. C'est sur le plateau une histoire de famille qui était autrefois très aisée, qui s'enfonce un peu dans les difficultés. C'est toujours un univers très expressionnisme allemand, un peu sombre, voilà, mais en même temps absolument incroyable. On est entre la danse, certes, mais aussi le théâtre, et aussi le chant, et aussi la performance. Ce sont vraiment des moments qui vous habitent longtemps et qui traitent ce que l'histoire dépose dans nos corps, dans nos mémoires. Là aussi, nous sommes à la recherche d'un figurant, mais plutôt d'une femme d'environ 70 ans, et pour être au plateau pendant 10 minutes. Voilà, si vous voulez être sur le plateau avec cette formidable compagnie qui donc reprend ce salon et le revisite. Ils l'ont intitulé Le Salon Revisited. Voilà, c'est un spectacle d'une originalité absolue et d'une force absolument renversante. Allez, une autre pièce qui va être elle aussi assez renversante, c'est le retour de Leila K. Vous aviez peut-être vu Maldon l'année dernière, on était tous... je vois des spectateurs qui font « ouais !» Oui, on était tous debout, standing ovation, ça ne s'arrêtait pas, c'est une immense chorégraphe et c'est aussi
quelque part, vous voyez, là qu'on voit le travail, l'importance du travail que nous réalisons dans les scènes nationales. Parce que rappelons-nous que Leïla Ka, la première fois qu'elle est venue et qu'elle a joué à Évreux, elle était présentée au Théâtre Legendre avec sa toute petite pièce qui s'appelait Peau des cerfs, c'est toi qu'on adore. On était peut-être une centaine au Théâtre Legendre à regarder cette toute jeune chorégraphe. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et je vous rappelle qu'elle a comme chorégraphié le spectacle de clôture de Beyoncé, il y a quelques mois. Voilà. Donc du Théâtre Legendre à Beyoncé, c'est ça la force de la scène nationale. Ce qui nous amène aussi à dire, comme le dirait notre collègue Fanny, que Évreux is the new Brooklyn. Voilà. Oui, voilà. Qu'on se le dise. Alors, c'est sa prochaine création, elle l'a intitulée Lullaby Shot. C'est 8 femmes puissantes pour une danse explosive. Elle va décorseter les corps, elle va libérer les énergies et elle va affirmer la force de celles qui ne renoncent jamais. C'est un lâcher-prise libérateur pour ces 8 interprètes, une troupe sauvage qui va déferler sur le plateau, un embrasement d'énergie pure, rythmé par la cadence des basses, le son de l'électro qui cogne et qui claque. Et là aussi, on va faire une masterclass pour ceux qui le souhaitent avec la compagnie donc de danse cette fois. Et on continue avec une autre proposition qui va cogner et claquer, mais ça va bien se passer. C'est une pièce qui sera proposée en avril prochain de Katerina Andreou et du Ballet National de Norvège. C'est un spectacle qu'on a programmé dans le cadre du Millennium, porté par la région. Et alors, dans ce spectacle, il est question effectivement d'un élan vital, d'une performance qui, là encore, j'en parlais tout à l'heure, parle aussi de la société du spectacle, elle parle aussi de la question de la transe. Elle s'est inspirée des danses, vous savez, les marathons de danse qui avaient lieu dans les années 30 quand il y a eu le crash boursier aux États-Unis et que les gens se sont mis à danser, d'où le film On achève bien les chevaux, et les gens se sont mis à danser et danser et danser pour gagner de l'argent. Et c'est un peu le même principe et c'est aussi une réflexion en creux sur notre société, devenue société du spectacle. Ici, il n'y aura pas de gagnant ou de perdant. Ils sont 14 danseurs, ils vont être dans cette espèce de vortex comme ça chorégraphique, et puis c'est aussi une pièce qui va aborder la question de l'entraide. Bref, c'est un peu le reflet de notre société. Et je vous propose un extrait. Alors on poursuit avec une nouvelle thématique qu'on a appelée les invisibles. La thématique qu'on vous propose maintenant, c'est de porter le regard sur des histoires de vie qui ressemblent plutôt à des épopées parfois, où le réel peut dépasser la fiction. La vie, ça ressemble un peu à une partie de cartes et vous avez des gens qui sont nés, ils ont eu un très bon jeu de cartes, on leur a expliqué les règles, donc ils savent très bien se débrouiller, et d'autres sont nés avec 2 de carreaux, 3 de trèfle, bref, une très mauvaise carte. Et malgré tout, malgré les déconvenues, malgré les luttes, malgré l'opprobre, ils ont réussi à détourner le pronostic, ils ont appris les règles du jeu, ils ont retourné les failles apparentes, ils en ont fait des forces, et au final, pour certains, ils ont même réussi à gagner la partie. Vous l'aurez compris, les spectacles dont on va parler maintenant, ils parlent de dignité, et ils vont donner voix aussi aux opprimés. Et on démarre avec Khaldoun Requiem d'Abdelwahab Safsaf, qui est le directeur du théâtre de Sartrouville, Centre dramatique national, et qui nous propose un spectacle alors populaire, engagé, instructif, drôle aussi parfois, et vraiment très touchant. C'est une épopée qu'il a concoctée et qui frappe fort. Alors en 1870, vous vous rappelez, c'est la Commune de Paris, et donc 3800 communards, dont Louise Michel, vont être condamnés à la déportation vers
la Nouvelle-Calédonie. En 1871, il y a une révolte importante en Algérie contre le pouvoir colonial qu'on appelle la révolte de Mokrani. Le pouvoir colonial réprime la révolte de façon assez violente et donc les insurgés kabyles vont être déportés vers la Nouvelle-Calédonie. Et donc tous vont se retrouver sur ces îles et vont être confrontés de nouveau à des violences puisqu'en 1878, il y a une importante révolte kanak en Nouvelle-Calédonie qui va être elle aussi réprimée. Et donc c'est une espèce de convergence des luttes, de focale comme ça sur ces personnes qui auront, qui se seront engagées dans le combat et vont se retrouver complètement déportés sur ces îlots. C'est une façon de retrouver la mémoire de ces luttes pour la dignité à travers les mots et les mélodies, parce que Abdelwaheb, il est comédien, il est metteur en scène, mais il est aussi compositeur et musicien. D'ailleurs, vous allez voir la forme qu'on va vous proposer. C'est une forme qui est à la fois très musicale, très chantée, et qui va être sous la forme un peu de lecture spectacle. C'est-à-dire il y a beaucoup de textes qui vont être lus, qui vont de la poésie, des textes politiques, et c'est vraiment un spectacle extrêmement touchant et qui rend hommage à ces personnes. On regarde quelques images. Des silhouettes amies dans l'étendue, dans la magie d'un contre-jour, revoir un peu de mon pays. Une femme jette son corps dans la mêlée, quai numéro 5, une inconnue perce les rangs. Aujourd'hui, son fils part pour toujours. Ce n'est pas la mort qui l'arrache à son sein, c'est la France et un jugement assassin. Lui a défendu son paradis de pierre fondue et d'argile sec, sa plaine de blé dur, sa forêt de figuiers blancs, son trésor d'olives pressées et de menthes séchées. Kanak de naissance et de mort. Kanak par le rire. Kanak par la terre. Kanak par la coutume. Par le rêve. À présent, When I Saw the Sea d'Ali Charour. Alors, Ali Charour, c'est un chorégraphe et un plasticien libanais qui a mis en scène par le chant et par la danse 3 femmes qui entrent en résistance, que vous voyez là sous nos yeux. Elles sont éthiopiennes, libanaises, et elles ont échappé à un système qui s'appelle le système kafala, qui est une forme d'esclavage moderne qui existe au Liban, où des femmes travaillent dans des familles, on leur enlève leurs papiers et elles sont séquestrées. Et Ali Charour, en tant qu'artiste libanais, a souhaité en fait dénoncer cette condition-là parce qu'elles sont extrêmement peu identifiées. Et il les a mis en scène et il a décidé de célébrer cet esprit de résistance-là. Au-delà de leur histoire personnelle, ces 3 femmes, elles ont une présence incroyable. Elles passent de la danse au chant, elles passent de témoins à héroïnes des temps modernes. Quand j'ai vu le spectacle, en fait, je me suis dit non mais c'est pas possible, c'est des professionnels. En fait, pas du tout. C'est vraiment des personnes qui ont vécu cette réalité-là. Mais elles sont envoûtante. En voyant le spectacle, en fait, j'avais l'impression de ne plus voir des femmes, mais carrément, littéralement, 3 déesses en train de surgir sous nos yeux. رفت
On vous avait dit qu'on vous amènerait le monde sur nos plateaux, donc le Liban. Ce spectacle a été présenté l'année dernière dans le Hymne d'Avignon et a fait vraiment un carton plein parce que c'est vraiment un spectacle de toute beauté. Totalement. Et on poursuit avec l'imposture. Donc vous savez, ce sentiment que beaucoup d'entre nous peuvent connaître, le sentiment de l'imposteur, le sentiment de ne pas être légitime, ce sentiment d'ailleurs qui a fait le bonheur de tous les coachs en développement personnel. Et Lucie Hannoy, elle a décidé en fait de nous livrer un récit autofictionnel qui est un peu entre, alors elle est marionnettiste, entre One Woman Show, marionnette et stand-up, et elle va se moquer de toute bienséance et franchement ça fait énormément de bien. Ça commence un peu comme un conte pour enfants un peu mièvre et puis elle va tout de suite exploser tout le reste, elle va stopper le spectacle, elle va dire bah non en fait c'est pas tout à fait ça mon histoire, en fait moi je suis grosse, lesbienne et marionnettiste et je vous assure je n'ai pas à gagner au bingo des privilèges. Et de là en fait elle va vous raconter sa vie, elle va à travers un exercice assez subtil où il y a de l'humour, il y a une émotion extrêmement sincère, c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux et il y a une espèce de franchise, d'honnêteté au plateau qui fait que vous êtes absolument avec elle tout le temps. Et ben en fait, elle va convoquer son histoire, elle va assumer d'où elle vient, de son milieu, de ses références, de ses goûts musicaux, de son rapport à la variété. Et en fait, en creux, elle creuse une analyse extrêmement fine de notre société, aussi bien sur la perception qu'on peut avoir des gens, des autres qui nous entourent, mais aussi même en tant qu'elle marionnettiste, parce que souvent les marionnettistes c'est un peu considéré comme l'art mineur dans le spectacle vivant, alors que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est des disciplines incroyables. On avait d'ailleurs présenté le ring de catharsis sur ce plateau. Je crois que plein d'entre vous encore ont des émotions très fortes et c'est aussi une marionnettiste. Bref, tout ça pour vous dire qu'elle va retourner le stigmate, elle va en faire une force. C'est un spectacle qui fait énormément de bien au moral et que je vous invite vraiment à venir découvrir. Et le spectacle suivant est tout en sensibilité et il s'intitule Valentina. Il a été écrit et il sera mis en scène par Caroline Guyélan-Guyenne, qui est la directrice du Théâtre National de Strasbourg. Et c'est l'histoire d'une petite fille, donc prénommée Valentina, dont la maman ne parle pas le français parce que sa maman est émigrée récemment sur le territoire français. Elle n'a pas encore les bases suffisantes pour comprendre le français. Or, la petite fille, elle a été scolarisée. Elle grandit, elle parle parfaitement le français et comme beaucoup d'enfants, de migrants récents, elle va porter la lourde responsabilité de devoir traduire, de devoir interpréter pour sa maman. Donc, et là, en l'occurrence, elle va devoir interpréter des choses un peu compliquées. Alors, c'est le cas de beaucoup d'enfants, de migrants, où les enfants deviennent pratiquement les parents de leurs parents. Ils ont une responsabilité beaucoup trop importante pour leurs frêles épaules. Elle est toute petite, Valentina, et elle va devoir expliquer à sa maman qu'elle est malade et qu'elle va devoir subir une opération. Voilà, c'est un spectacle qui est à la fois tendre, qui parle aussi de l'incroyable lien qui lie un enfant à sa maman, mais aussi des précautions qu'elle va essayer de prendre pour la préserver. C'est extrêmement touchant, c'est très sensible et ce sera présenté au CDN de Rouen chez nos partenaires. Et là, vous n'avez pas le choix, c'est en navette qu'on vous y accompagne. À présent, place à nos amis belges avec le spectacle qui s'appelle Kevin. Ce sont donc, vous verrez, 2 comédiens au plateau qui sont en fait 2 anciens enseignants. Et ils vont revenir en fait sur leurs souvenirs quand ils étaient profs et ils se souviennent tous les deux d'un élève qui s'appelait Kevin. Et au début du spectacle, ils se disent mais en fait on se demandait quand même si finalement Kevin, il n'était pas un petit peu inadapté en fait. Bref, tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, ils ont décidé de réfléchir à leurs échecs pédagogiques et d'en faire un spectacle. Et ils sont allés rencontrer des sociologues, des spécialistes de l'éducation et ils leur ont dit mais finalement à quoi ça sert l'école ? Et ils leur ont répondu, en fait, votre question n'est pas la bonne, c'est pas à quoi sert l'école, c'est à qui sert l'école. Et de là, en fait, ils ont décidé de vous partager leurs recherches, de vous montrer finalement comment l'école a évolué. Vous aurez aussi l'histoire de l'école. Et puis vous verrez que finalement, il y a effectivement une corrélation statistique en fonction de votre nom de baptême et puis votre mention très bien au bac. Et que toute la filière de l'éducation nationale a été construite d'une certaine manière qui est peut-être, en tout cas, il vous propose d'imaginer peut-être aussi penser autrement l'école, peut-être moins par la coopétition, mais peut-être plus par la coopération. Et comme finalement aussi une des meilleures manières d'apprendre, c'est quand même en s'amusant, ils ont créé un dispositif absolument ingénieux, interactif, où vous allez être partie prenante du spectacle. Enfin, je ne vous en dis pas plus, vous allez voir avec les images.
Kevin, quand on lui demandait pourquoi il venait à l'école, il nous répondait pour avoir un diplôme, pour trouver du travail. Et nous, on lui disait mais ça sert pas qu'à ça l'école. Et il nous répondait ah ouais? Et ça sert à quoi alors? S'il y a bien un truc avec lequel aujourd'hui tout le monde est d'accord, y compris sur Internet, c'est que l'école, c'est pour tous les enfants. Il faut vraiment attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour que l'école se démocratise enfin et garantisse un accès égal à tous les enfants. C'est la récré. Attends, c'est pas la cloche qui décide, c'est moi. Hein. Oui, mais toi, tu fais ce que tu veux. Moi, je vais prendre un café. Alors ça, c'est tout ce que le prof enseigne, mais sans s'en rendre compte. Donc les bonnes écoles, elles sous-traitent les difficultés. Tout à fait, on appelle ça la réorientation. À quel moment quelqu'un s'est dit que mettre tous les élèves en difficulté dans la même classe, c'était une bonne idée? Quand on a demandé aux scientifiques à quoi sert l'école, ils nous ont tous répondu un truc différent. Mais s'il y a bien une chose sur laquelle ils étaient tous d'accord, c'est que l'égalité des chances, chez nous, ça n'a pas du tout marché. Nouvelle thématique, on reste dans le milieu de la jeunesse engagée, oui, et oui, il y a une génération qui refuse l'indifférence, qui questionne le monde, qui invente d'autres façons d'agir, de penser et de construire l'avenir. Loin des clichés, la jeunesse engagée est une force vive, lucide, créative, solidaire, portée par le désir de faire bouger les lignes. Alors à travers cette thématique, nous allons vous présenter des spectacles qui donnent à entendre des voix jeunes, vibrantes, courageuses et qui affrontent les grands enjeux de notre temps avec énergie et conviction. Parce que l'engagement n'attend pas le nombre des années, il naît d'un regard, d'une révolte, d'un espoir, et il rappelle que la jeunesse n'est pas seulement l'âge de demain, mais déjà une puissance d'action aujourd'hui. Alors, on va vous présenter une quadrilogie. Imaginez 4 spectacles qui sont mis en scène par le même metteur en scène et écrits par la même autrice. Elle s'appelle Marie-Claude Verdier, elle est québécoise et c'est Julien Bouffier qui lui a passé commande de ces textes où il va revisiter les mythes, des mythes qui tous vous parlent, hein, Antigone, enfin les mythes, oui, Antigone, Orphée, Oedipe, absolument, mais vraiment de façon extrêmement contemporaine, dans un dispositif totalement immersif, puisque vous serez munis de casques dans lesquels vous entendrez des informations, un petit peu comme si vous aviez une chaîne d'infos un peu continue, ou si vous attrapiez le canal d'infos de la police. Vous voyez, vous allez avoir plein d'infos dans le casque et vous allez pouvoir choisir ce que vous décidez d'entendre. Les comédiens circulent autour de vous. C'est assez puissant, on a fait l'expérience, c'est vraiment quelque chose qui vous interroge aussi. Et ces spectacles sont présentés hors les murs. Alors le 2 novembre, on sera à Terre de Bord, le 3 à Sylvain-les-Moulins, le 4, on ne sait pas encore où, mais on va trouver, on vous tiendra au courant. Et puis le 4e, c'est un peu la réunion qui vient ponctuer tout ça, et ce sera au Théâtre Le Gendre. Et là, vous serez plutôt dans une ambiance un peu entre Blade Runner et l'Odyssée d'Homère. Tout ça est porté par des comédiens absolument excellent, et je propose qu'on regarde quelques images. Ceci est une annonce officielle des autorités municipales. Nous incitons tous les citoyens à se rendre dans les abris. And the wind did hold, and the wind did blow, la 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 la, la 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 la. C'est quoi ça?
Ne t'appelle point, pas ma mère. C'est moi qui dirige. Ici l'unité 8. Nous sommes sur le toit. De quoi il est mort, Henri? C'est confidentiel. Tu as préféré ta ville à ton fils. Je ne pouvais pas accepter la mort d'Henri, tu comprends? Notre vallée est belle. Et on nous l'envie comme si nous ne la méritions pas, comme si tout cela était facile, mais nous travaillons dur aux champs, dans nos commerces. Rien de tout cela n'est aisé. Nos ancêtres le savaient, pas une génération sans qu'on essaie de nous l'enlever. C'était pas les Romains, c'était les Sarrasins, les Allemands. Je vous remercie de votre attention. C'est un moment difficile, mais ça va s'arranger. Un pays est une invention. Un peuple est une invention. Combien de temps ça prend pour être un peuple? Vraiment? 1 an? 100 ans? 3000 ans? 10 minutes? Sont-ils moins nos frères et sœurs parce qu'ils sont de l'autre côté d'une ligne? Vraiment? Alors on poursuit avec un autre projet qui s'appelle Radio Live 1 et 2. Alors Valérie vous le disait, l'idée c'était aussi de vous amener le monde à Évreux et c'est le cas aussi avec ce projet. Il y a une expression qui a été souvent galvaudée, qu'on a beaucoup entendue dans les médias, c'est le mot résilience. Et pourtant peut-être pour ce spectacle, pour ce projet-là, c'est peut-être le bon mot, le mot qui convient. Aurélie Charon et Caroline Gillet, elles se sont intéressées à la jeunesse du monde entier. Ils viennent de conflits, de zones de conflit qui sont la Syrie, Gaza, la Bosnie, l'Ukraine, le Rwanda ou le Liban. Ils et elles sont activistes. Ils et elles viennent raconter leur histoire qui se mêle à l'histoire géopolitique du monde. Donc vous avez vraiment la petite histoire et la grande histoire. Ils vont vous raconter ce qu'ils ont traversé, évidemment la violence des conflits, ce que ça a ébranlé en eux, dans leur famille, dans leur amitié, aussi comment ils se sont reconstruits, comment également, et en fait, et c'est peut-être la grande force de ce projet, c'est que c'est un projet de politique de l'amitié. C'est aussi un projet qui invite à se rapprocher de gens qui ne nous ressemblent pas, avec lesquels on est parfois très éloigné, pour mettre justement à distance la haine. C'est un spectacle qui est une leçon d'humanité et de dignité aussi, parce que vous verrez comment ils ont su rebondir, comment ils ont su trouver un nouvel élan, un nouveau souffle, comment pour certains aussi ils sont toujours en résistance dans leur pays. Bref, on va vous proposer 2 soirées, ce sera au Cube. Et moi je vous invite vraiment à vivre les 2 soirées, puisqu'en fait ce ne seront pas les mêmes témoignages, ce ne sera pas le même programme. Moi, quand j'ai vu ce soir-là, j'ai vu une actrice arriver qui revenait d'Ukraine, du front ukrainien, qui est arrivée à la fin du premier spectacle du soir et qui jouait le lendemain. Voilà, donc c'est vraiment un tour de force de sincérité et de beauté, et on a un extrait à vous montrer. Utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Celui qui ne s'entretient pas avec son père ne peut savoir la parole léguée par son grand-père. Ouais, quand t'es né dans un pays qui a vu tellement de choses, mais où personne ne veut vraiment en parler, ce silence me faisait peur, parce qu'un peu comme Siam, je me disais, ok, demain, toute cette génération-là meurt, nous on a 0 information, mais on a plus d'outils pour se faire encore plus mal, qu'est-ce qu'on fait après ? Pour avoir une idée un peu du temps, toi t'es né en 1993, t'es parti de Damas en 2012 et en 2025 t'es rentré et on s'est appelé quand t'étais à Damas. Il y en a beaucoup qui viennent de partout de la Syrie, donc on voit beaucoup de visages différents. Cette voix-là, ça fait rappeler mon enfance. Quand je suis allée à l'école, je me dis pourquoi est-ce que tous mes camarades, quand on fait un récap de nos vacances, découvrent le monde, mais moi chaque été c'est le Maroc.
Et il y a toutes ces questions qui me traversent l'esprit et ce truc de être étrangère ici, parce qu'on me rappelle que je suis étrangère, tandis qu'on m'a toujours dit qu'il fallait que je dise haut et fort que j'étais française. Quand j'ai quitté Moscou, j'ai quitté la chambre comme si c'était, il y avait une vie en moi. Et là, quand je suis arrivé à Marseille, et ma mère qui a ouvert la porte, il était tellement choqué que je suis là, qu'elle a resté 2 jours sans bouger. Ça va être touchant. Et là, c'est le retour de l'enfant du pays, je dirais même plus que l'enfant du pays, hein. C'est l'enfant même de ces théâtres, c'est Simon Falguière, qu'on connaît bien dans cette maison, avec sa prochaine création, le livre de K. Alors je rappelle que la compagnie de Simon Falguière s'appelle la compagnie du K, et ici il va également rendre hommage à Kafka, et vous allez l'entendre dans quelques instants, puisque alors il écrit une fable, et ça, Simon est incroyablement doué pour ça, vous avez sûrement vu certains de ses spectacles, c'est vraiment un conteur incroyable, quelqu'un qui est capable de nous embarquer dans des récits absolument merveilleux. On est dans un pays enneigé, il y a un tyran borgne, 2 jumeaux, et face à l'oppression, eh bien, le frère va plutôt glisser vers le pouvoir alors que la sœur va, elle, entrer en résistance. Dans la ville qui est en contrebas du château, donc vous voyez la référence à Kafka est claire, eh bien ces 2 frères et sœurs, Alma et Matteo, vont grandir auprès de leur maman qui est sourde, et donc le spectacle sera en partie en LSF, évidemment surtitré. Et les destins vont les déchirer, les emporter dans des voyages contraires face à la violence du monde. Avec ce spectacle, Simon Falguière, il va poursuivre son exploration d'un théâtre contemporain populaire, très accessible, très poétique et très politique, parce que, évidemment, c'est le projet de sa compagnie, un spectacle qui parle de la déchirure du présent par la résistance de l'écriture et de la littérature. Et à présent, on va vous parler de Yongo Yeli. Alors, Valérie vous en a parlé au tout début, quand elle vous a parlé de Fantastique, le film sur cette jeune Fanta qui vient de Guinée-Conakry. Et c'est aussi ce film un hommage à la compagnie Circus Baobab, qui est une compagnie emblématique du cirque au niveau international, puisqu'elle a mis en place un cirque solidaire en Guinée-Conakry. Et ils reviennent cette fois-ci avec un tout nouveau spectacle qui est entre art traditionnel guinéen et cirque occidental. Et c'est devenu aujourd'hui une des compagnies majeures, en fait. Ils ont une virtuosité technique incroyable. Ils ont aussi une réflexion sur nos sociétés contemporaines. Et dans ce spectacle-là, puisqu'on les avait programmés avec Yé Lo en ouverture du Festival Anthropocène il y a 2 ans. Donc il y a vraiment une réflexion sur le monde. Et là, c'est sur la question des femmes, et notamment des femmes en Guinée. Donc dans ce spectacle, vous découvrirez 6 danseuses, chanteuses circassiennes qui seront accompagnées de 2 porteurs et 1 voltigeur. Et je vous propose de regarder quelques images. Virtuose. 1729 secondes, c'est un spectacle
régional, hein, et c'est mis en scène par Julie Lerat-Gersan, qui est la cofondatrice avec Thomas Joly de la Piccola Familia. Thomas Joly, vous voyez tout ce qui c'est. Ouais. Ok. Elle est aussi réalisatrice de films et vous verrez, ça a son importance parce que dans ce spectacle, elle a vraiment traité d'une certaine façon, une façon très filmique. On est dans une enquête qu'on va mener avec les personnages au Havre. On envisage de fermer une petite MJC de quartier et il y a une partie de la population qui n'est pas d'accord et qui va donc manifester. Et en fait, cette manifestation, qui est évidemment tout à fait pacifique au départ, va complètement déraper. Et 1729 secondes, c'est le temps que l'ambulance va mettre pour venir au secours d'une petite fille qui avait accompagné son papa tout à fait innocemment pour cette manifestation et qui va faire les frais de ces débordements. C'est à peu près 28 minutes, voilà, 28 minutes pendant lesquelles on va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc c'est une enquête, je vous disais, construite un peu comme un film avec des flashbacks, on va entendre plein de points de vue. Tout ça va se réunir ensuite et prendre sens à la toute fin de la pièce. C'est une pièce que nous avons coproduite avec le réseau des producteurs et artistes associés normands dont nous sommes. Et c'est porté par les sonorités électro de Clément Mirguet, un compositeur électro qu'on connaît bien parce qu'il est de chez nous et qui interroge notre capacité à agir ou à fermer les yeux. Et on poursuit avec une autre thématique, la fabrique de l'opinion. Alors vous savez, aujourd'hui plus que jamais, on est dans une société de la communication. On a les réseaux sociaux, les médias, les influenceurs, et c'est souvent bien difficile de distinguer les bonnes informations des mauvaises. Il faut vérifier les sources, il faut checker les fake news. Et aujourd'hui, c'est quand même une info importante à avoir en tête. Aujourd'hui, en fait, vous recevez en une journée autant d'informations qu'une personne au Moyen-Âge durant toute sa vie. Voilà, ça vous donne le contexte. Sauf que la personne au Moyen-Âge, quand elle avait une information, en fait, elle pouvait agir dessus, puisque c'était une information qui la concernait de près, ce qui n'est pas forcément notre cas. Parfois, on a des informations qui viennent de très loin. Et du coup, cette surcharge informationnelle, elle mêlée à notre incapacité à agir, c'est souvent ça aussi qui peut créer de la frustration, de la colère et des égarements. Pour éviter cela, pour éviter de s'égarer, il reste aussi une solution, un très bon médicament, c'est le théâtre. Et au théâtre, on ne peut pas scroller. On partage ensemble un même temps, ensemble un point de vue, et on peut avoir aussi une analyse critique sur les sujets de société, et c'est le cas avec le nouveau spectacle dont je vais vous parler qui s'appelle « La lente et difficile agonie du crapaud buffle sur le socle patriarcal ». Voilà, et donc vous avez compris, il y a un projet derrière. Et donc le contexte, en 2021, Alain Finkielkraut propose dans son émission Réplique d'inviter Camille Freud-Vaumétry, qui est philosophe, spécialiste des luttes féministes et spécialiste du corps, et Jean-Michel Delaconté, qui est écrivain. Et très vite, ce débat que vous pouvez écouter en replay sur France Culture, parce que moi j'ai écouté le débat juste après le spectacle. Le débat, en fait, il va basculer parce que là où vous vous attendez à un échange courtois, en tout cas avec un point de vue nuancé, un modérateur, en fait, c'est plus du tout le cas. Et Camille Freud-Vaumétry, elle se retrouve un petit peu acculée et puis elle va rester très calme. Elle va aller argument par argument. Elle a une pensée extrêmement élaborée. Et c'est aussi ça la magie du théâtre, c'est qu'en fait, vous allez entendre toute sa pensée, vous allez aussi entendre l'énervement, l'agacement en face, parce qu'en fait, vu qu'elle ne bouge pas, bah effectivement, ça commence à s'énerver de l'autre côté, et c'est ça qui va faire théâtre. Et là où c'est prodigieux, et que c'est un tour de force pour les comédiens, c'est que vous allez avoir la conférence verbatim, c'est-à-dire chaque mot, chaque hésitation, chaque silence, tout est sur le plateau. Et le théâtre va surgir. Et vous allez à la fois apprendre beaucoup, vous allez rire énormément. C'est un véritable tour de force que je vous propose de venir découvrir. C'est un des grands succès du Festival d'Avignon de l'année dernière et vraiment ne le manquez pas. L'art d'avoir toujours raison. Comment gagner une élection sans programme et sans scrupules ? Eh bien, c'est facile, mais seulement si vous suivez à la lettre les conseils de nos deux experts qui lèvent le voile sur les ficelles les plus efficaces pour convaincre, pour manipuler et pour triompher. C'est une conférence spectacle aussi hilarante que redoutablement lucide et fortement recommandée en période électorale puisque nous serons à la veille des présidentielles. Alors, oubliez l'éthique, la vérité et même le bon sens parce qu'avec la méthode du groupe Girafe, groupe
interdisciplinaire de recherche pour l'accession aux fonctions électorales, eh bien, la victoire est à portée de discours. En une conférence express menée tambour-battant, les deux chercheurs, aussi sûrs d'eux qu'ils sont approximatifs, dissèquent les rouages de la parole politique. Leur spécialité, transformer un mensonge en conviction, un vide en programme, une approximation en évidence. Au menu, donc, ces éléments de langage prêt à l'emploi, détournement sémantique, fabrication de réalités alternatives, tout y passe pour construire un récit tout à fait imparable, ou presque. Et si certaines techniques vous semblent étrangement familières, ce n'est évidemment que pure coïncidence. Le public rit beaucoup, parfois un petit peu jaune quand même, tant la démonstration est implacable, et derrière la farce, eh bien écoutez, un doute s'immisce. Et si finalement le groupe Girafe, ça fonctionnait vraiment? Comment accéder au pouvoir dans un État démocratique? À cette question, il ne semble y avoir que deux réponses possibles, remporter une élection ou faire un coup d'État. Pour accéder à des fonctions importantes, il est nécessaire que vous ne soyez jamais mis en défaut. Tous les grands gagnants des 50 dernières années ont prétendu qu'ils incarnaient le changement. Il fait de la politique. Si vous tendez la joue droite, vous allez vous en prendre une. C'est mathématique! Pour faire disparaître le conflit, vous pouvez avoir recours à des euphémismes. Euphémisme, c'est un mot qu'on va choisir parce qu'il va masquer le réel. Moi, ma belle-sœur, elle dit que son fils, il est HPI. Non, alors là, c'est pas tout à fait pareil. Il est pas HPI, son fils. Il est chiant. Vous n'aurez pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Vous devez être le meilleur candidat. Et c'est à cela que nous allons vous préparer ce soir. Ce qui est important pour votre image est important pour vos chiffrages. Le prochain spectacle qu'on vous propose, c'est un spectacle qu'on va proposer en hors les murs, qui s'appelle Scroll, qui est monté par une compagnie régionale. Scroll, en fait, c'est vous allez suivre l'histoire de Casper, qui a 17 ans, qui est un adolescent. Et suite à une déception sentimentale et une humiliation au lycée, il va s'enfermer dans sa chambre. Et donc, il va aller sur les réseaux sociaux pour passer le temps, trouver des réponses. Et puis, il va rencontrer en ligne une jeune femme qui s'appelle Scroll, qui est une adolescente, elle aussi, qui est représentante d'un mouvement qui est baptisé Marche Blanche et qui s'adresse à une jeunesse rongée par l'angoisse et la peur. Et très vite, effectivement, Casper, il va trouver dans ses mots de l'écoute, un réconfort et peut-être aussi de l'amour. Et puis de l'autre côté, vous allez suivre aussi sa mère qui sent bien qu'il y a quelque chose qui change chez son fils et elle va chercher à comprendre ce qui arrive à ce garçon sans histoire. Bref, vous l'aurez compris, c'est vraiment une question sur l'influence des réseaux sociaux sur la jeunesse. C'est un programme qu'on proposera, un projet qu'on proposera en hors les murs, je vous le disais, mais aussi dans les établissements et les lycées du département. Et on poursuit avec une nouvelle thématique. Alors qui n'est pas nouvelle parce que celle-là, tous les ans, on vous la propose, les classiques revisités, parce que les classiques, ils ne cessent de nous accompagner. Ils traversent les époques, ils se transmettent, ils se transforment et ils continuent de nourrir notre imaginaire collectif. Mais loin d'être figés, évidemment, ils sont des matières vivantes que les artistes d'aujourd'hui s'approprient, déplacent et réinventent. Revisiter un classique, c'est pas seulement le remettre en scène, bien sûr, mais c'est le faire résonner avec notre présent, nos questionnements et les bouleversements du monde contemporain en changeant le regard, les corps, les points de vue. Donc ces œuvres retrouvent une force nouvelle et nous parlent autrement. La première pièce qui s'inscrit dans cette thématique, c'est la dernière création de Xie Xin, qui est une très grande chorégraphe chinoise, peut-être la plus connue, et qui va fêter les 10 ans de sa compagnie Xie Xin Dance Theatre, avec cette pièce, ce diptyque qu'elle nous présente, In Sati and the Rite of Spring. Donc vous l'avez compris, elle va à la fois revisiter la musique d'Erik Satie et puis également le Sacre du Printemps, avec ces artistes qui sont là d'une élégance, d'une beauté, d'une virtuosité absolument incroyable, d'une grande délicatesse. Petit bout de vidéo.
On poursuit maintenant avec Richard III. Alors un Richard III qui est unique en son genre. Pourquoi ? Tout d'abord par sa distribution, parce qu'en dehors de Richard III que vous voyez à l'écran, qui est incarné par un comédien marionnettiste absolument prodigieux, tous les autres personnages sont incarnés par des marionnettes. Ils sont accompagnés de 2 narrateurs et 3 danseurs manipulateurs, et vous allez découvrir un Richard III qui mêle à la fois la danse, le théâtre, la marionnette, qui propose des images plastiques absolument envoûtantes. C'est presque une version augmentée en fait de Richard III, et on a un extrait à vous montrer. Nos fronts sont parés de couronnes triomphales. Nos armes ébréchées suspendues en trophée. Et maintenant, mon frère Édouard fait le beau dans le lit d'une dame, au son lascif et langoureux d'un luth. Mais moi, qui ne suis pas fait pour courtiser un amoureux miroir, je suis déterminé à être un scélérat. T'épargner. Reste chien, car tu vas m'entendre. Que le ver de la conscience ronge toujours ton âme. Soupçonne tes amis d'être des traîtres et prends les pires traîtres pour tes plus chers amis. Toi, qui fut marqué à la naissance comme esclave de la nature et fils de l'enfer. Toi, guenille de l'honneur. Toi, détesté. Sanguinaire tu es. Sanguinaire sera ta fin. L'infamie de ta vie escortera ta mort. Alors on vous propose maintenant une nouvelle réécriture d'un conte, une version déconstruite de Peau d'âne, percutante. Marie Dilasser, qui est l'autrice, et Hélène Soulier, la metteuse en scène, ont inventé un conte d'aujourd'hui d'une intelligence éblouissante qui ne fait pas non plus l'impasse sur la noirceur du conte de Peau d'âne, ni sur l'enchantement. C'est un pavé dans la mare qui est indispensable, un bouleversement qui donne à rire autant qu'à réfléchir. C'est une véritable révolution que vous aurez au plateau. C'est aussi un hommage qui est rendu aux milliers de personnes qui se mobilisent pour prendre en compte la parole des enfants, parole souvent considérée comme des fables. Le fantastique, vous le verrez, s'invitera aussi dans la partie. Vous y découvrirez la peluche Monique Bergamote, qui est devenue, donc à gauche, qui est devenue un acolyte de fugue qui sera un tremplin vers sa nouvelle vie, et puis une belle au bois dormant, qui est également dans les parages, qui est une figure écolo flamboyante avec un bagout d'enfer, un short à paillettes. Bref, c'est un rythme endiablé qu'on vous propose pour se contre-visiter. Et puis un bijou théâtral absolu, c'est La religieuse de Diderot. Je ne sais pas si vous avez lu ce texte, qui est un texte puissant, un pamphlet pour la liberté. L'histoire, c'est celle de Suzanne. Suzanne est une toute jeune femme, presque encore une adolescente, qui va être enfermée de force au couvent par sa mère pour expier sa faute, la faute de sa mère, puisqu'elle est le fruit d'un adultère. Et le texte de Diderot, alors qui est écrit dans une langue absolument magnifique, est en fait le cri de révolte de cette jeune femme qui comprend qu'elle est condamnée à vie à l'enfermement dans ce milieu ultra-carcéral qu'est le couvent, et qui est portée par la mise en scène d'Anne Théron et par la sublime, enfin interprétation de Marie-Laure Crochant. La comédienne est bouleversante. Honnêtement, j'ai vu la pièce, on était tous en larmes tellement c'est puissant, et ce cri
pour la liberté. C'est une pièce absolument essentielle qui a été créée il y a fort longtemps, mais que Anne Théron a décidé de reprendre. Allez, on a presque fini. On passe à la dernière thématique et c'est le festival Les Anthropocènes, qui démarrera le 10 mai et s'achèvera le 23 mai. Et vous le savez, comme d'habitude, on va vous parler de quelques spectacles qui ont été choisis il y a fort longtemps, avant même que la thématique ne soit choisie. Donc, les spectacles, ils ont trait à la question de l'Anthropocène, à la question de l'environnement, du dérèglement climatique, de la pollution, enfin voilà, de ce qui nous préoccupe. Et la thématique centrale, dont je vais vous dire un mot dans quelques instants, elle sera ce qui va en fait nourrir la venue des scientifiques, des films documentaires, des ateliers, des films de fiction. Et cette thématique, eh bien, nous allons nous intéresser aux sociétés animales et aux cultures animales. Et nous allons mettre en lumière le fait que de nombreuses espèces ne vivent pas seulement côte à côte, mais s'organisent en véritables sociétés qui sont structurées par des relations, des rôles, des formes de coopération, mais aussi d'apprentissage, de transmission et une communication qui est beaucoup plus élaborée. Et parler de société animale, eh bien, c'est reconnaître que le monde animal est traversé par ces formes complexes de vie collective, d'alliances, de hiérarchie parfois, de solidarité et d'interaction durable. Parler de cultures animales, ce qui n'est pas la même chose, c'est aller encore plus loin. C'est admettre que certains comportements, certains savoir-faire, certaines manières de communiquer ou d'habiter un milieu s'apprennent, se transmettent et varient d'un groupe à l'autre. On a tous en mémoire l'histoire de ce groupe d'orques qui sévit en Méditerranée et qui s'attaque à des bateaux. Et c'est que ce groupe d'orques. Pourquoi? Quelle histoire? Comment ça se transmet à ce groupe? Comment la matriarche l'apprend? Comment ils arrivent aujourd'hui à faire couler des bateaux? Eh bien, c'est l'histoire de la culture de ce groupe. Alors, la société animale, finalement, elle crée la culture parce que la vie en groupe, elle rend possible l'observation, l'imitation, la transmission, donc l'apprentissage. Et en retour, eh bien, la culture, évidemment, elle naît de la vie sociale et elle en devient à la fois le ciment et le garant. Elle renforce la cohésion du groupe et elle assure la continuité des savoirs d'une génération à l'autre. Donc, finalement, la société produit la culture. On peut dire que la culture consolide la société. Et je pense que c'était bien de le rappeler dans cette période. Alors là, on va parler de cultures animales, je vous disais, mais aussi bien des cétacés, évidemment, qu'un certain nombre de mammifères, que certains oiseaux, que certains insectes. On parlera de société, enfin, on va traverser tout ça. Et je pense que ça va être assez passionnant. Et on ouvre, Julien, avec Dimanche. Oui, Dimanche, un spectacle d'ouverture qui va vous parler à coup sûr parce que c'était le bon moment pour vous en parler puisqu'on est entre deux périodes de canicule. Dimanche, en fait, ça dépeint le portrait d'une société qui est en total décalage avec son époque. Vous allez assister à un repas dominical dans une famille, malgré les murs qui tremblent, malgré les meubles qui fondent littéralement sous la chaleur, un vent a décorné les bœufs, la vie continue de suivre son cours et le repas du dimanche se reproduit. Autour de nous, tout va se transformer. On va voir la surprenante inventivité de cette compagnie qui mêle à la fois le cirque, le théâtre, la marionnette. Vous allez vraiment voir le décor fondre. Et parallèlement à ce repas dominical, vous allez suivre également une équipe de reporters animaliers qui prépare un documentaire sur la vie des espèces vivant sur Terre. Voilà, c'est un spectacle qui a eu énormément de prix à l'international. C'est devenu un peu un best-of en Belgique, puisque c'est une compagnie belge. Ils jouent en continu depuis 5 ans dans le même théâtre et c'est complet tous les soirs. C'est pour tout le monde, petits et grands. Et donc, vous l'avez compris, Dimanche jouera donc, in fine, à l'ouverture, donc le lundi 10 mai 2027.
David Lescaut est auteur et metteur en scène et il nous propose « Je suis trop vert ». Depuis quelques années, il explore le monde de l'enfance et de l'adolescence autour d'un personnage qu'il a créé, qu'il a appelé Moi. Et voici Moi qui part en classe verte. Allez hop, à la campagne. Mais alors là, c'est l'angoisse parce que Moi, c'est un petit citadin et il découvre qu'il faut se lever aux aurores, que les tâches sont harassantes, le rapport avec la nature est brutal, surtout pour son petit copain qui est allergique à tout. Alors lui, tout. L'herbe, le pauvre insecte, enfin l'air, tout. Il est allergique à tout, comme certains petits citadins. Et sans oublier la jeune fille de la ferme qui s'appelle Valérie et qui est assez peu disposée à le ménager et donc qui le malmène un petit peu. Alors, évidemment, tout ça est très tendre et aussi c'est la découverte d'un monde rural qui va s'offrir à notre héros, qui va lui proposer un éveil absolument incroyable et un regard aussi un peu critique sur son quotidien de citadin. La scéno est très ludique, c'est une petite boîte à jouer et ça va être un moment très heureux. Ce sera présenté à la fois en scolaire pendant toute la première semaine du festival, mais aussi en tout public si vous souhaitez voir ce spectacle, qui est aussi un petit bijou. Oui. Et on poursuit avec un spectacle coup de poing qui est considéré comme une référence dans le théâtre documentaire qui s'appelle Nos corps empoisonnés et qui suit l'histoire de Chan Tonia. Chan Tonia, en fait, elle a connu la guerre du Vietnam, elle a aujourd'hui 86 ans, elle vit en France, elle vit en Normandie. Et Nos corps empoisonnés, ça raconte l'histoire de sa vie et sa vie, c'est un véritable combat puisqu'elle a été aspergée par l'agent orange pendant la guerre du Vietnam. Il faut savoir que la guerre du Vietnam, c'était aussi le premier écocide recensé dans l'histoire. Et elle a décidé en fait de consacrer sa vie à la reconnaissance en fait de ce qu'a été cet écocide et toutes les victimes de l'agent orange. Et en 2009, 2 fois déjà, la justice française en fait, a débouté ces demandes qu'elle considérait comme irrecevables. Il y a eu le tribunal judiciaire d'Évry en 2021, la Cour d'appel de Paris le 22 août 2024, qui l'a de surcroît condamné à verser 1 500 € aux 26 multinationales qui ont produit l'agent orange, des multinationales comme Monsanto. Aujourd'hui, en fait, elle a interjeté appel et ils sont en attente d'une décision qui aura lieu en septembre 2026. Et on va vous proposer donc de découvrir son combat, son histoire, sa dignité également. Et vous le savez, un des points forts du festival, c'est de créer du lien entre vous, public, et puis des scientifiques, des artistes et aussi des témoins. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir faire venir Chan Tonia aussi pour faire une rencontre avec elle, ainsi que le collectif Vietnam Dioxine pour le festival. Donc, je vous propose de regarder un petit extrait du spectacle. J'ai 79 ans. Ce moment, on l'a attendu depuis des années. Pour éradiquer le communisme, leur hantise, pour anéantir notre lutte de libération, les États-Unis sont prêts à détruire le vivant. À détruire les vivants. Dans ces années de guerre, nous marchons sans le savoir dans des terrains contaminés, buvons de l'eau empoisonnée, absorbons de l'agent orange. On poursuit maintenant avec un autre projet qui s'appelle « Y'a plus qu'à ». Vous connaissez tous cette expression. C'est un spectacle qui est mis en scène par Julien Guyomard et en fait, il reprend une question qu'on se pose tous concernant le dérèglement climatique, c'est « mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait ?» C'est le point de départ de ce spectacle, ils vont se demander « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et vous allez découvrir en fait ces 4 comédiens qui s'appuient un peu sur les 4 scénarios de l'ADEME. Certains prônent le technosolutionnisme, d'autres la décroissance. Bref, il y a beaucoup d'hypothèses. Et puis, ils vont les travailler au plateau, à vos côtés. Vous allez voir, c'est drôle. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de dérision et aussi des réflexions profondes. Et c'est un projet qui va tourner dans tout le département. Et je vous propose de regarder un petit extrait. Non, la vraie démocratie, c'est magnifique, mais ça va pas vite. Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui, une question, madame, allez-y. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, concrètement? Rien, vous allez rien faire. Question suivante. On fait quoi? Non, mais d'accord, mais moi aussi, je fais le tri, j'utilise plus de bouteilles plastiques, j'essaye de consommer moins et mieux, mais enfin, on doit bien pouvoir faire quelque chose concrètement, non? Pour changer. Tu ne verras jamais jeter du carton dans la poubelle jaune. On peut pas croire un tout petit peu au progrès.
C'est pas de ça que j'ai envie de parler quand je parle du futur avec mon fils. Il faut arrêter de leur faire peur parce que là, on voit arriver une génération mais complètement flinguée. Le but, c'est pas d'être fédérateur, de se rassembler autour d'un combat commun. Sans justice sociale, la transition écologique n'est ni souhaitable ni crédible. Capitaine Kirk à la planète Terre. C'est la chance d'un nouveau départ. Ça, c'est une vraie raison d'être. On s'arrête là. Sans insectes, on crève, hein. Vous comprenez? On crève. Moi, j'ai un peu l'impression que la montagne accouche d'une souris. Je trouve ça trop compliqué. Alors on fait comment pour écouler notre pâtisse si elle a plus besoin de pâtisse? Ah, ce n'est pas une question de besoin, c'est une question de désir. Tu veux faire la révolution, mais tu veux pas jeter le premier pavé. Donc en fait, t'as pas le courage de tes opinions. Mais je n'ai pas d'opinion. Apparemment, vous êtes 13% à avoir l'impression d'avoir trop de temps. Notre problème, c'est qu'on vit dans un monde qui a tout misé sur la performance. Car tu fais peser sur nous, individuellement, la charge de faire changer tout le système. Pas pour te vexer, mais on fait que du théâtre. Hein. On est radicaux ou on n'est pas radicaux? Non, on n'est pas radicaux, non. Si au fond on passait par la violence pour faire avancer ce spectacle, je vais le faire. Mais c'est pas violent. Donnez-moi une raison d'espérer. Okay. Allez-y. Ben, ok. Ah ouais, bah allez-y. Oui, bah j'y vais. Alors, dans quelques jours à peine, au Festival de Avignon In, va être créé Bunker de Marion Sieffert et Mathieu Barrère. Bunker se situe dans un futur proche, dans une France à plus 5 degrés. Ça doit vous rappeler quelque chose. Paul est PDG d'une des principales compagnies pétrolières du pays et il s'est réfugié depuis plusieurs années avec sa fille Amy dans son bunker de luxe qu'il s'est fait construire. Et depuis son antre, cet homme augmenté d'implants neuronaux continue de gérer à distance ses affaires. Alors peut-être le savez-vous, mais ça n'est pas de la fiction, c'est une réalité. Vous savez qu'aujourd'hui, face à la crise climatique, le survivalisme est devenu l'ultime lubie des milliardaires qui planifient leur exode et tentent d'échapper au monde commun, le nôtre. Ces ultra-riches se préparent à la catastrophe qu'ils ont eux-mêmes contribué évidemment à provoquer. Et alors que le monde plonge peu à peu dans le chaos climatique, ils se bâtissent des bunkers à plusieurs centaines de millions d'euros, s'achètent des îles privées, s'aménagent des existences qu'ils rêvent à l'abri des violences pour continuer à vivre dans le luxe, le calme et la volupté. Alors, leur destination de rêve, c'est la Nouvelle-Zélande. Ils sont déjà très, très, très nombreux, hein, les patrons des GAFAM à être là-bas. La Patagonie aussi, qui sont devenus leurs repères. Et certains scientifiques qui sont en train de documenter ce mouvement, parce que je vous dis, c'est vraiment important, c'est en train de se produire, ont décidé de l'appeler, de le nommer le misanthropocène. Vous voyez que ça promet. Et ce sera donc dans quelques jours à Avignon, vous le découvrirez au festival. Et maintenant, on revient sur Géopolitique du Petit Pois. Alors, est-il encore nécessaire de vous présenter Frédéric Ferrer et ses cartographies? On l'accompagne depuis plusieurs saisons maintenant, que ce soit en Hors les Murs, au Théâtre Legendre avec la cartographie Lapin. Vous vous souvenez aussi, c'est là que vous aviez découvert l'incroyable Hélène Schwartz. Plus récemment, ils étaient présents avec le spectacle de clôture du festival qui s'appelait Comment Nicole a tout pété. Et puis, on avait fait une sortie de résidence à l'Auditorium du Cadran, où nous pensions que vous seriez peut-être 40 et vous étiez 180 à venir voir cette étape de travail. Et bien, cette fois-ci, vous pourrez enfin découvrir le spectacle fini. Vous découvrirez tout sur le Petit Pois. Vous allez pouvoir manger à nouveau le pois camole délicieux d'Hélène. Bref, ça va être un grand moment de bonheur. Voilà, et je crois qu'on a terminé. À peu près. Alors, je voudrais quand même, avant de vous quitter, prendre le temps de remercier les contributeurs de l'EPCC, sans lesquels tout ça ne serait pas possible, au premier rang desquels la ville d'Évreux, l'agglomération Évreux-Portes de Normandie, le département de l'Eure, la région Normandie, et l'État, le ministère de la Culture, par le truchement de la drague. Je voudrais vous remercier, vous, public. Sans vous non plus, ça n'est pas possible, mais aussi la merveilleuse équipe du Tangram qui est quand même sur le pont, au rendez-vous, réactive et hyper engagée. Merci à vous, merci à eux. Et puis, je vous propose de poursuivre maintenant autour d'un verre de l'amitié. Merci infiniment pour votre écoute et bonne soirée.